Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. J'ai lu, en préparant ce débat, un proverbe qui dit à peu près que la justice extrême est une extrême injustice. C'est très vrai parce qu'il ne peut pas y avoir, quel que soit le domaine auquel elle s'applique, de justice sans mesure, sans calme, sans pondération, sans équilibre, les fameux deux plateaux de la balance. Ces postulats démontrent à eux seuls que ces deux rapports de la Chambre régionale des comptes, eux, ne sont pas justice. Je voudrais d'ailleurs dire à M. Menucci, sur lequel je reviendrai, que les rapports de la Chambre régionale des comptes ne sont pas des jugements. Ce sont des rapports. Si c'était des jugements, ils seraient d'ailleurs soumis au principe constitutionnel du double degré de juridiction, ce qui n'est pas le cas ici. En quelque sorte, un rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est un peu comme le réquisitoire du parquet. Ce n'est pas un jugement. Monsieur le maire, vous avez voulu ce débat, que vous auriez facilement pu éviter. Certains, d'ailleurs, croyant pouvoir pénétrer votre cerveau, ont écrit avant même qu'on en ait parlé que vous alliez tout faire pour l'éviter. Vous avez voulu ce débat pour défendre vous-même votre gestion, pour assumer et faire face, comme vous l'avez toujours fait, pour étrier les trieurs, selon votre propre formule, pour faire surtout entendre enfin la voix de la défense, ignorée par la Chambre régionale des comptes, par les commentaires médiatiques outranciers qui ont suivi et repris ce matin par l'opposition. Alors, j'ai noté au fil des interventions, messieurs Ravier et Payan, on avait entendu que ce débat, l'opposition le voulait absolument, que surtout il ne fallait pas que vous vous défiliez, on allait voir ce que l'on allait voir. Quelle déception avec messieurs Ravier et Payan, qui ont refusé d'entrer dans l'analyse des rapports de la Chambre régionale des comptes, qui ont refusé d'entrer dans la technique, comme s'ils n'avaient pas lu en entier ces rapports, comme si c'était trop technique et trop compliqué. Ils se sont contentés ce matin de rabâcher des discours politiciens répétés à l'envi depuis des années et remixés en mode électoral sur le thème « L'avenir, c'est Ravier » ou « Le renouveau, c'est Payan ». C'est dommage d'avoir esquivé le débat, de ne pas être entré véritablement comme l'ont fait l'ensemble des adjoints au maire que nous remercions dans la technique et dans les critiques et leurs réponses des rapports de la Chambre régionale des comptes. Monsieur Ravier, qu'est-ce qu'il est savoureux de vous entendre donner des leçons de loyauté, vous qui avez bazardé votre père spirituel Jean-Marie Le Pen pour se réfugier dans les bras de Fifille. Comme il est savoureux de vous entendre appeler au respect rigoureux de la loi, vous qui appartenez à un parti dont plusieurs dirigeants sont mis en examen pour détournement de fonds publics. Monsieur Marie, plus personne ne sait où vous êtes. Et même vous, d'ailleurs, grand collectionneur d'étiquettes politiques devant l'Éternel, n'en savez plus rien. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, mais votre voisine, également ralliée au macronisme anciennement triomphant, qui dit que si l'opposition avait été de qualité, elle aurait gagné les élections. Ça a dû faire plaisir à l'un de vos ex-collègues présidents de groupe socialiste, M. Menucci. Avec M. Coppola et Mme Corlotti, alors là, le ton change. La haine suinte. Le cinéma remplace le raisonnement. Ces professionnels à vie de la politique surjouent les cris et la colère pour soi-disant défendre les plus précaires qu'ils ont abandonnés depuis longtemps. Monsieur Coppola nous reproche de ne pas respecter les juges. Lui,
l'allié de Mélenchon poursuivi en justice pour avoir refusé une perquisition et traduit en correctionnel pour avoir malmené un magistrat. Qu'est-ce qu'il est savoureux aussi d'entendre M. Coppola, communiste devant l'Éternel, donner des leçons d'indépendance syndicale, lui le représentant d'un parti communiste consanguin avec la CGT. Madame Carlotti, vous avez osé utiliser des termes injurieux, infamants, diffamatoires pour l'ensemble des membres de la majorité municipale. Vous, la socialiste formée par Jean-Noël Guérini, vice-présidente du conseil départemental, député européen, député ministre, sans jamais rien faire pour Marseille, qui n'avait même pas eu le courage, contrairement à d'autres sur tous les bancs ici, d'aller affronter les élections législatives de 2017 pour éviter un échec annoncé. Vous, qui appelez au respect de la loi, mais qui n'hésitez pas, en violation de la loi, à citer un rapport couvert par le secret de l'instruction. Monsieur Menucci, votre plaidoyer, votre testament politique pro domo avait à certains égards quelque chose d'émouvant. Simplement, à l'époque où se sont produits les incidents de la campagne municipale de 2014, vous m'en ferez crédit, je me suis manifesté auprès de vous pour vous dire que ce n'était pas une façon de faire de la politique. Non, mais... et que je désavouais cette initiative. Mais dans le même temps, c'était tout aussi infamant que vos équipes publient la photo du maire de Marseille, momifié sur son lit de mort. Alors, infamie pour infamie, je crois qu'il faut laisser les exagérations des campagnes municipales là où elles doivent rester et en revenir au rapport de la Chambre régionale des comptes, sur lequel, Monsieur Menucci, vous faites au moins 2 erreurs techniques de fond. La première sur la maison de la région. Si la maison, mais vous en avez parlé dans la presse, si la maison de la région a été vendue à la ville de Marseille 10 millions d'euros, ben, c'est d'abord peut-être parce qu'il fallait renflouer les trous de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plombés par la gestion Vosel, Coppola, Guérini, et en particulier la fameuse Villa Méditerranée, qui est un trou sans fin. Deuxième erreur que vous avez commise, vous avez dit les locaux qu'on aurait pu racheter, là où il y a le crédit municipal, ça valait 300 000 €, mais nous tenons à votre disposition une délibération de 2011 que vous avez votée et qui mentionnait un coût pour les travaux et les études déjà d'1 700 000 €. Vous avez fait une erreur d'à peu près 5 fois, c'est pas très grave. Vous demandez la rédemption, il vous sera beaucoup pardonné. Ces 2 rapports de la Chambre régionale des comptes sont partiels, ils sont partiaux, ils sont pauvres en analyse, souvent erronés, incroyablement subjectifs et manquent à la rigueur déontologique. Les magistrats ont d'abord pris leur temps, avec un contrôle qui a duré plus de 2 ans, avant de se terminer brutalement par une délibération bâclée au mois d'août. Des juridictions qui travaillent au mois d'août, croyez-moi, c'est assez rare. Cette lenteur, suivie de cet étonnant coup d'accélérateur, devrait interroger les observateurs objectifs. Je les laisse à leur imagination, mais en tout cas, cette accélération incompréhensible, jamais vue, explique probablement que les réponses de la ville, étayées, précises, rigoureuses, détaillées, approfondies,
ont été pour l'essentiel ignorés. Cela interpelle sur le respect de l'article 3-22 du recueil des normes professionnelles des juridictions financières qui impose aux magistrats de faire preuve d'objectivité et, je cite, de prendre en considération les points de vue et les arguments de l'entité contrôlée en faisant abstraction de ses préférences ou de ses convictions personnelles. À minima ici, les points de vue et arguments de l'entité contrôlée ont été totalement occultés. C'est un premier manquement déontologique. Alors, certes, les rapports des chambres régionales des comptes sont toujours critiques. Ils sont même faits pour cela. Et quand on les feuillette aux quatre coins de la France, on constate des éléments de grande sévérité. À Strasbourg, par exemple, s'agissant du personnel, la Chambre déplorait des irrégularités onéreuses. À Lens, l'absence de gestion du patrimoine et des dépenses de personnel qui représentent plus des 2/3 des charges de fonctionnement. À Nice, une situation financière préoccupante. Et à Bordeaux, des régies d'avances et de recettes dans lesquelles sont commises des détournements. Donc, on a l'habitude et les élus savent bien qu'ils doivent supporter, entendre, appliquer les prix critiques des chambres régionales des comptes. Nous l'avons fait par le passé, vous l'avez fait, monsieur le maire, mais dans ces deux rapports aujourd'hui, il y a bien des remarques justifiées, vous les avez listées et il en sera tenu compte. Mais sur l'essentiel, la brutalité sans nuance de la critique est injustifiée. Les magistrats sont allés trop loin. À propos de la situation financière de la Chambre, de la ville, pardon, alors on va recommencer. À propos de la situation financière, la Chambre frôle quelque peu avec le ridicule. Et à propos des ressources humaines, c'est sur la ligne jaune de l'indécence qu'elle a posé le pied. S'agissant de la situation financière et du patrimoine, les magistrats nous reprochent en synthèse, Roland Blum l'a dit, une absence de stratégie claire, par ailleurs peu économe des deniers publics, jugement péremptoire répété à l'envi. Mais ce jugement est faux, il est tout simplement faux, erroné, inexact. On peut critiquer la stratégie, les résultats de la stratégie, bien entendu, mais on ne peut pas remettre en cause l'existence d'une stratégie. Elle a au contraire été claire et précise, cohérente et constante. Sur la période 2012-2017, contrôlée par la Chambre, il fallait faire face à la baisse brutale des dotations d'État décidée par M. Hollande, 145 millions d'euros de manque en cumulé, et supporter également le transfert de charges. Et il fallait le faire en réduisant la dette et en maintenant l'investissement, ce qui impliquait de contenir les dépenses de fonctionnement et de recourir au levier fiscal. C'est ce que nous avons fait. Il y avait bien une stratégie réfléchie. Dire le contraire est une contre-vérité, une grossière erreur d'analyse que les magistrats de la Chambre régionale des comptes s'honoreraient de reconnaître. Ils pourraient reconnaître aussi que la stratégie méthodiquement mise en place a atteint ses objectifs, que le taux d'épargne brute s'est amélioré au point de placer Marseille au 3e rang des grandes villes françaises, après Bordeaux et Lyon, mais devant Lille, Montpellier, Nantes ou Rennes. Pourquoi ce bon point n'est-il pas noté? Il pourrait aussi reconnaître que la dette sur la période 2014-2018 a été réduite de 190 millions d'euros, soit 10%, pendant qu'elle augmentait dans d'autres villes, et que notre capacité de désendettement est à 9 ans contre 14 ans à Paris. Et sur ce sujet, monsieur le maire, rappelons toujours qu'en monnaie constante, la dette de la ville de Marseille n'a pas augmenté depuis 1995, autrement dit, que s'il n'y avait pas eu de dette dans cette ville à votre arrivée aux commandes, il n'y en aurait pas aujourd'hui. Les dépenses de fonctionnement n'ont pas augmenté plus que l'inflation sur la période et figurent parmi les plus basses des grandes villes françaises. Pourquoi cette gestion vertueuse n'est pas notée par la Chambre? 1 077 € par habitant en 2018, moins qu'à Paris, Nice, Lille, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Nantes. Nous faisons mieux dans ce domaine que toutes ces grandes villes, ce qui nous a permis de réussir le processus de contractualisation félicité par Monsieur le Préfet, ce qui est suffisamment rare pour être noté,
mais que la Chambre, elle, ne relève pas. Enfin, sur la fiscalité, il faut tordre aussi le cou aux idées reçues. Certes, ça a été répété par différents orateurs, nos taux sont élevés, car le potentiel fiscal des Marseillais est faible. Mais à Marseille, on paye moins en moyenne à la ville par habitant que dans les autres grandes villes. Écoutez bien, 606 € par habitant ici, contre 893 à Bordeaux, 824 à Nice et même 687 € à Montpellier, qui a pourtant le même taux de pauvreté que Marseille. Pour analyser cette situation financière objectivement, il faut dire aussi que la ville de Marseille a été longtemps trop peu aidée, jusqu'à ce que les choses changent radicalement depuis 2015, avec le soutien très puissant et constant du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sous l'impulsion de Martine Vassal, dont je voudrais saluer à l'instant la lucidité et le courage de la prise de parole dans notre hémicycle ce matin. Les chiffres, c'est un peu rébarbatif, je le sais bien. Mais les finances publiques, c'est une matière complexe. On ne peut se contenter de titres sensationnels, il faut entrer dans l'analyse et sur les finances de la ville. La preuve est faite que la Chambre régionale des comptes est passée complètement au travers. Alors, vous avez éludé, la Chambre aussi d'ailleurs, les résultats des agences de notation. On a même essayé de remettre en cause leur indépendance. Mais les agences de notation notent toutes les collectivités publiques du monde, y compris les États. Et c'est grâce à cela que les États obtiennent ou non du crédit à un certain taux ou à d'autres. Alors, moi, je ne vais pas vous parler des notes, parce qu'effectivement, à plus, est-ce qu'on fait mieux, est-ce qu'on fait moins? Je vais vous parler de ce qu'elles disent des finances de la ville, ce qu'elles écrivent sous leur responsabilité des finances de la ville, en totale contradiction avec l'analyse de la Chambre régionale des comptes, ce qui interroge tout de même. Fitch écrit que la ville de Marseille exerce un contrôle étroit sur ses dépenses de gestion et que les perspectives de maintien de celles-ci sont satisfaisantes, que la structure de la dette représente un faible risque, que son niveau a diminué et que cette baisse reflète l'amélioration de l'épargne de gestion. Standard & Poor's, pour sa part, écrit « Nous considérons que la situation de liquidité de la ville s'est structurellement renforcée, notamment grâce à ses performances budgétaires solides. La ville a démontré à travers sa gestion financière son engagement à maîtriser ses coûts et à réduire son endettement. » Et l'agence de notation conclut ainsi 100% à l'inverse des magistrats de la Chambre régionale des comptes. L'exécutif et l'administration démontrent une gestion rigoureuse des dépenses et des recettes. Pour ces agences, c'est tout le contraire d'une absence de stratégie, tout le contraire d'une dilapidation des deniers publics. Ça interroge sur la rigueur et la compétence des magistrats de la Chambre régionale des comptes. Dans son rapport sur les finances, la Chambre s'attache aussi au patrimoine, avec deux angles d'attaque habituels de l'opposition, sûrement le hasard, le stade Vélodrome et les écoles. Sur le stade Vélodrome, la Chambre recommande une part fixe de loyer à 8 millions d'euros, ce qui est un objectif que nous partageons, que nous avons essayé d'atteindre, mais qui a été rendu impossible par la sortie, pendant la négociation, d'un rapport de la Cour des comptes, la juridiction financière nationale, qui, au fil de 4 possibilités d'évaluation, en prévoyait une avec une part fixe limitée à 3,5 millions d'euros. Alors quand vous êtes en pleine négociation avec un partenaire et que vous vous prenez un coup de bâton comme ça sur la tête, le partenaire, il s'accroche à cette évaluation-là et vous essayez de transiger ce que nous avons fait. Ce qu'oublie aussi la Chambre de dire, c'est que face à cette incongruité de la Cour, eh bien vous avez, Monsieur le maire, interrogé par écrit, en disant « mais éclairez-nous, dites ce que nous devons faire et nous le ferons, nous nous y tiendrons ». Oh, mais là, que diable, on ne va pas s'engager, pas de réponse, courage, fuyons. Quant à ce débat sur le stade Vélodrome, il faut toujours rappeler que tout équipement public coûte, que le stade Vélodrome coûte 10 millions d'euros par an, que
l'Opéra de Marseille coûte 20 millions d'euros par an, mais que ce n'est pas pour ça que la ville de Marseille doit se priver d'un opéra, et surtout que ces 10 millions d'euros dépensés rapportent beaucoup plus en retombées économiques par les nuits d'hôtel, les restaurants, les bars, les transports en commun, les taxis, les retombées en termes d'image et tant d'autres que j'oublie. Sur les écoles, Madame Casanova a répondu sur le fond, bien entendu, mais sur la forme, quand même. Il est juste hallucinant de voir des magistrats fonder une analyse sur des articles de presse. Pourquoi pas demain sur des posts Facebook ou sur des tweets? C'est contraire à toutes les règles de la magistrature. L'article 3, l'article 3-36, l'article 3-36 du recueil des normes professionnelles des juridictions financières. Vous voyez, nous on ne parle pas dans le vide, on s'appuie sur les textes. Dit que les magistrats peuvent se fonder sur des travaux déjà réalisés par des tiers, qui sont notamment d'autres organismes de contrôle, sur des auditeurs internes, sur des experts. Mais j'ai eu beau chercher dans le recueil des normes, nulle part il n'est permis aux magistrats de la Chambre régionale des comptes de se fonder sur des articles de presse. Et le même recueil des normes déontologiques, dans un autre article, prévoit que les magistrats ont accès à tous les immeubles utilisés par l'organisme dont les comptes sont contrôlés. Ils peuvent procéder à toutes les vérifications portant sur des éléments d'actifs. Alors, la question qui se pose, que nous posons aux magistrats de la Chambre régionale des comptes, c'est de savoir s'ils ont visité les écoles dont ils stigmatisent l'État ou s'ils se sont seulement fondés sur les articles de presse. Parce que s'ils ne sont pas allés visiter les écoles dont ils stigmatisent l'État, ils ont une nouvelle fois manqué à leur obligation déontologique. Après les finances, il faut aborder les ressources humaines, où en termes d'erreurs, c'est pire encore. C'est-à-dire que quand on a touché le fond, on peut toujours aller plus bas. La Chambre stigmatise en synthèse le fait, et je la cite, que la rémunération moyenne mensuelle servie aux agents municipaux se situe au-dessus de la moyenne nationale, et pour autant que le temps de travail reste inférieur à la durée légale. En bref, et autrement dit, le personnel municipal est trop payé et ne travaille pas assez. Il s'agit d'un jugement qui est erroné et qui est surtout indécent. C'est indécent de nous reprocher que les agents de la ville de Marseille bénéficient d'une rémunération brute moyenne mensuelle supérieure de 20 € au maximum à la moyenne nationale, ce qui représente moins de 1%. Alors si nous comprenons bien, la performance d'une collectivité se jugerait donc à la rigueur à laquelle elle soumet ses agents? En somme, moins vous payez le personnel, meilleur gestionnaire vous êtes? C'est cela, le raisonnement, c'est cela que vous soutenez? Est-ce que ces magistrats savent combien il est difficile pour les nombreux agents de catégorie C de boucler leur fin de mois alors qu'ils gagnent environ 1 200 € bruts par mois? Est-ce qu'ils connaissent le travail énorme accompli par le comité d'action sociale pour aider les agents en situation de précarité, en particulier les femmes seules? Ce jugement sur le personnel municipal n'est pas seulement indécent, il prouve une déconnexion avec la réalité, il est dangereux. La critique tenant à une prétendue trop grande importance des effectifs est elle aussi totalement fantaisiste. À Marseille, nous avons presque 15 agents pour 1000 habitants, un peu moins, contre 18,3 en moyenne pour les 6 plus grandes villes de France. J'ajoute que chaque Marseillais dépense en moyenne 590 € par an pour le personnel municipal, contre 686 € pour la moyenne des autres grandes villes. Donc, il est prouvé que le poids du personnel municipal à Marseille est inférieur à ce qu'il est dans les autres grandes villes du pays. Techniquement parlant, le taux d'administration est moins important à Marseille que dans les autres grandes villes. Comment la Chambre se débrouille pour aboutir à une conclusion inverse? Contrairement à ce qu'elle a écrit, et vous l'avez démontré, Monsieur le maire, les effectifs n'ont pas augmenté sur la période alors que la population a augmenté. Et puis, il y a le grand morceau de bravoure de la Chambre régionale des comptes. Elle estime que la ville de Marseille emploie trop d'agents
dans les écoles ou dans les crèches. Ça, je ne vous ai pas trop entendu en parler quand même, hein. Ou même trop d'agents au service de la sécurité des Marseillais. Sur les écoles et les crèches, son analyse vaut, pardonnez-moi l'expression, son pesant de cacahuètes. En même temps qu'elle constitue une réponse aux critiques récurrentes des oppositions sur le sujet. Les magistrats constatent, nous rendant pour une fois justice, que la ville a donné priorité au recrutement de personnel dans les écoles et les crèches. Environ 1500 des 3000 recrutements de la période concernée. Mais alors qu'on s'attendait à des félicitations, au contraire de ce qui nous est dit tout le temps qu'on n'en fait pas assez, eh bien la Chambre régionale des comptes considère que nous en faisons trop pour le personnel dans les écoles et dans les crèches. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour les magistrats de la Chambre régionale des comptes qui doivent prendre plaisir à nous écouter dans ce débat ce matin. Nous allons continuer à renforcer le taux d'encadrement dans les écoles et les crèches, avec près de 400 recrutements en 2019, déjà réalisés pour plus de la moitié. La Chambre viole encore, tranquillement, l'article L211-3 du Code des juridictions financières, qui lui interdit d'apprécier les objectifs de la collectivité. Quand nous faisons du recrutement dans les écoles et dans les crèches, c'est un choix politique, d'opportunité, que la Chambre n'a pas à juger. Et quand nous faisons le choix de créer ici, dans cette ville, la deuxième police municipale de France, c'est un choix d'opportunité, un choix politique que les magistrats n'ont pas le droit d'apprécier, ou alors ils viennent, ils mettent leur tête et leur nom sur une affiche et ils se présentent aux élections. Avec ce constat sur la sécurité, d'ailleurs, la Chambre méprise le souci constant des Marseillais pour la défense de leur sécurité, qui apparaît dans les récents sondages parus comme restant leur préoccupation numéro 1. Ils s'abstiennent aussi de dire que la ville, et M. Coppola le critique, mais c'est en tout cas un constat, que la ville se substitue aux carences de l'État, dont les effectifs de police nationale sont notoirement insuffisants. Cela fait décidément beaucoup d'erreurs, beaucoup de manquements déontologiques, mais malheureusement, ce n'est pas fini. Sur le temps de travail, là aussi un autre morceau de bravoure de la Chambre, c'est d'ailleurs probablement ce qui l'a un peu embêté, l'affaire du temps de travail. On reproche à la ville de ne faire travailler ses agents que 1567 heures au lieu des 1607 durée légale du temps de travail. Mais la Chambre oublie, involontairement bien sûr, de préciser que c'est encore le cas dans la quasi-totalité des grandes collectivités et même dans bien des services de l'État ou dans certains ministères. Mais que ce n'est plus la réalité à Marseille, que la remarque est caduque depuis le 1er janvier 2019. Donc je suppose qu'entre le 1er janvier 2019 et cette délibération au cœur du caniculaire mois d'août, les magistrats de la Chambre régionale des comptes auraient pu s'en apercevoir et le dire. Ils oublient aussi de dire que la ville de Marseille a été l'une des toutes premières grandes collectivités à régulariser sa situation. Ils oublient de dire que nous sommes une des seules villes à avoir anticipé une loi toute récente du 6 août 2019, puisqu'ils ont travaillé en août. Ils auraient dû l'avoir, la loi du 6 août 2019, qui donne aux communes jusqu'au 1er janvier 2022 pour se mettre en conformité. Vous m'entendez ? On avait jusqu'au 1er janvier 2022 pour se mettre en conformité. Nous l'avons fait au 1er janvier 2019, avec 3 ans d'avance sur la loi et avec beaucoup d'avance sur les autres collectivités. Mais la Chambre régionale des comptes ne le voit pas, ne le dit pas, ne le remarque pas. Sous couvert ensuite d'une critique du dépassement d'âge de certains agents, la Chambre, en fait, s'en prend directement à vous, Monsieur le maire. Elle avait d'abord relevé 192 dépassements de limite d'âge, avant de reconnaître dans son rapport définitif qu'elle s'était trompée une paille pour 177 cas. Faux, 177 sur 192. La Chambre qui est prompte à juger les autres, quand elle fait des erreurs, c'est dans les grandes largeurs. Mais surtout, au final, sa critique ne concerne plus que 15 cas. 15 cas sur 12 000
0,12% de l'effectif auquel elle consacre 4 pages et une recommandation, en violation d'une autre norme du recueil déontologique qui prévoit que les constatations doivent présenter un caractère significatif, qui s'apprécie en prenant compte notamment des critères de fréquence, de montant, d'atteinte à la probité, de gravité ou d'incidence sur le plan économique ou social. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien d'objectif. Le recueil des normes professionnelles est violé. Il y a simplement une volonté pernicieuse et politique. De surcroît, ces cas concernent essentiellement des membres de votre cabinet qui ont depuis, avant même le dépôt du rapport de la Chambre régionale des comptes, quitté leurs fonctions et dont certains travaillent encore bénévolement, ce que probablement les magistrats de la Chambre régionale des comptes ne feront jamais. Je voudrais enfin m'arrêter sur 2 cas personnels, puisque la Chambre régionale des comptes a cru devoir manquer à la délicatesse élémentaire en citant nommément un certain nombre d'agents municipaux. D'abord celui du directeur général adjoint de la sécurité, fonctionnaire d'État dont la Chambre conteste sur 5 pages les conditions techniques du recrutement. Mais dans quel intérêt? Où est donc le caractère significatif des remarques pour une situation réglée depuis le 1er juillet 2017? Policier national à la carrière exemplaire et sans tâche, ce fonctionnaire a fait un boulot énorme d'organisation de la première police municipale de France, de création d'un système performant de vidéoprotection. Il est unanimement respecté. Il travaille 12 heures par jour, joignable 24 heures sur 24, en lien également avec les services de l'État. Il prend des risques. Lui, la critique de la Chambre régionale des comptes n'est pas seulement infondée, indélicate, indécente et inutile, elle est misérable. Abordons ensuite le cas, autre cas personnel, du médiateur de la ville. Institution créée après les municipales de 2014, conformément à une promesse de campagne visant à doter Marseille, comme toutes les grandes collectivités, d'une personnalité capable de déminer les conflits entre les citoyens et l'administration municipale. La Chambre ne s'aventure certes pas à remettre en cause les compétences du bâtonnier Allegrini, mais elle ose critiquer sa nomination au motif, écoutez bien, qu'ayant été précédemment adjoint au maire, il manquerait d'indépendance. Alors là, Monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais m'arrêter un instant pour m'adresser directement à Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si le fait d'avoir été adjoint au maire laisse peser un soupçon sur l'indépendance, n'est-on pas en droit de s'interroger sur l'indépendance et l'objectivité de la Chambre régionale des comptes elle-même pour juger notre municipalité lorsque le président de la juridiction actuelle était rien moins que le secrétaire général de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. En tout cas, cette critique sur l'indépendance du médiateur revient à tout le moins à avoir la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre dans le sien. De même, lorsque la Chambre régionale des comptes critique le recours de la ville aux vacataires, elle oublie que l'État lui-même y a recours massivement. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, le ministère de la Justice lui-même, qui emploie près de 40 000 personnes sans bulletin de paye. Et on nous dit même que la Chambre a dû s'apercevoir, en analysant la ville, que les vacataires, ça sert à quelque chose, puisqu'il semblerait que pour boucler son rapport un peu rapidement au mois d'août, elle ait fait elle-même appel à des vacataires. Alors nous voulons croire que sur ce sujet-là aussi, nous aurons une confirmation ou une infirmation. Monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité municipale, au moment où ce débat touche à sa fin, je veux citer un proverbe russe qui recommande, je crois que M. Menucci y faisait allusion, quelque part c'était un peu le même, qui recommande de ne pas craindre la justice, mais seulement le juge. Mais en démocratie, le juge, c'est le peuple. Et le peuple de Marseille ne s'y est pas trompé, Monsieur le maire. En vous renouvelant sa confiance à 4 reprises, les Marseillais, eux, vous ont rendu justice.
Bravo.